Voilà. Donc, comme Sandra vous l'a dit, je m'appelle Marie. Je suis enseignante chercheuse à la fac à Nancy. Et j'ai remis les contacts à la fin. Donc, ce qui est important sur ce transparence, c'est qu'on va parler de pensée informatique et d'algorithmes. Et on va voir comment on peut mettre ça en œuvre dans une classe ou dans un environnement avec des jeunes. Voilà. Alors déjà, de quoi on parle ? Alors, je vais utiliser les deux termes de manière indifférenciée. Je vais utiliser les termes de pensée informatique et pensée computationnelle. En anglais, c'est computational thinking. Et la notion est due à un monsieur qui s'appelle Seymour Papert, qui est décédé en 2016, qui est, pour ceux qui ont connu l'informatique il y a déjà un peu de temps, et l'informatique pédagogique il y a un peu de temps, l'un des créateurs du langage Logo, que, pour la petite histoire, moi j'ai utilisé quand j'étais en école primaire, c'est-à-dire dans les années 80. Voilà. Alors, l'idée de la pensée computationnelle, c'est: j'ai un problème, je vais devoir l'expliquer clairement, et puis ensuite concevoir une solution et la décrire de manière assez simple, de manière assez précise et assez formelle, pour que une machine, derrière un ordinateur, puisse mettre en œuvre ma solution. Donc passer de l'idée lumineuse à la réalisation pratique. Typiquement, si j'ai un jeu de cartes dans les mains et on me dit trie-moi ce jeu de cartes. Bien, alors déjà il faut qu'on me dise comment je dois le trier. Est-ce que je dois mettre tous les 1 ensemble, tous les 2 ensemble, etc. Est-ce que je dois le faire par famille? Est-ce que c'est, etc. Et donc là, c'est la formulation du problème, la première étape. Puis ensuite, je me dis, comment je vais faire? Je vais d'abord prendre tous les pics, je vais les mettre ensemble, tous les trèfles ensemble, tous les cœurs, tous les carreaux ensemble. Puis ensuite, je vais trier à l'intérieur d'une couleur. Ça, c'est l'idée de solution. Et puis ensuite, il va falloir que je formalise ça. Parce que si je veux à un moment qu'un ordinateur soit capable de réaliser ma solution, il va falloir que je lui dise mieux que maintenant tu tries les cartes au sein de la famille des pics. L'ordinateur ne sait pas faire ça. Et donc la pensée informatique, justement, l'un des aspects, c'est être capable de voir comment passer du problème à quelque chose d'assez simple pour être réalisé par un ordinateur. Et cette chose d'assez simple, au final, ça va être un programme, mais le même programme rédigé en français, ça s'appelle un algorithme. Donc pour moi, un algorithme, c'est quoi? C'est l'idée précise et formelle qu'il y a derrière un programme informatique. Mon algorithme, je peux l'écrire en français, répéter 8 fois patati patata. Une fois que je le code sur mon ordinateur, par exemple dans un langage de programmation comme Python, il faut que j'écrive exactement les mots qu'il attend, c'est des mots qui ressemblent à de l'anglais, etc. Mais la même idée qui est juste derrière et que j'ai rédigée en français, mais qui est assez détaillé, ça pour moi c'est un algorithme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pensée informatique? Il y a des algorithmes, oui, mais pas que. Donc j'y mets d'autres choses. Donc déjà il y a de la créativité, parce que pour réussir à partir de la description d'un problème à une idée puis à un algorithme, il faut réfléchir, il faut avoir des idées, etc. Il faut de la logique. Donc là, on rebondit sur l'exposition qui est derrière. Effectivement, c'est une façon de penser. Et il faut réussir à raisonner, il faut savoir tout expliquer dans le bon ordre, voir quelles sont les étapes qui nous amèneront à la solution. Donc il y a pas mal de logique dedans. Ça nécessite aussi de faire des tests, parce qu'une fois qu'on pense avoir trouvé la solution au problème, on va essayer. Puis en règle générale, ça va pas marcher du premier coup. Alors j'ai l'habitude de dire, parce que j'enseigne l'informatique à l'université, et j'ai l'habitude de dire aux étudiants que les bons programmeurs, il y a les bons programmeurs et les mauvais programmeurs. La différence, c'est pas que le bon programmeur, il fait jamais d'erreur dans ses programmes. Non. La différence, c'est que il va pas lâcher son programme tant qu'il aura pas trouvé les erreurs et qu'il sera pas assuré que son programme est devenu correct. La première fois, on fait des erreurs. C'est normal. La machine, elle est elle va pas comprendre qu'on voulait dire ça. Non, elle va juste exécuter quelque chose. Et si on a dit pas exactement ce qu'il fallait faire, elle a fait exactement ce qu'on avait dit. Elle a fait pas exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. On y rajoute de la modularité, je reviendrai un petit peu plus dessus, c'est décomposé en morceaux. De l'optimisation, tant qu'à faire, si je dois résoudre un problème et que j'ai besoin de la réponse pour dans 5 minutes, si mon programme dure 3 ans et demi, c'est pas génial. Si je peux faire un programme qui dure 2 minutes au lieu de 3 ans et demi, ce sera bien.
L'idée, c'est d'avoir des choses qui sont réutilisables. Donc ça passe par plein de choses. Ça passe par le fait que quand on écrit un programme, quand on fait un petit programme Scratch au collège, c'est pas forcément le cas, mais quand on écrit un vrai programme qui risque d'être utilisé par des gens, il y a le programme, ça c'est ce qu'on dit à l'ordinateur, et puis il y a la partie qu'on dit aux humains qui vont lire le programme. Ça s'appelle des commentaires, ça s'appelle bien présenter les choses, etc. Et donc ça, c'est utile, pas pour l'ordinateur, mais pour les humains. Et puis si c'est bien fait, et puis si c'est modulaire, etc., il y a des gens qui vont pouvoir réutiliser tout ou partie de ce qu'on a fait, voire nous-mêmes, on va pouvoir réutiliser une partie. Donc avec les tests, il y a la partie de correction et de bugs. Et voilà. Alors, on fait de l'informatique maintenant à l'école en France. À l'école, au collège, au lycée, tout ça, il y a la réforme, enfin bref, voilà. La question c'est, est-ce que demain nous serons tous informaticiens ? Ma réponse est très clairement non. Tous les élèves de collège ont des cours de biologie. Je n'ai pas vu tout le monde devenir expert en biochimie, etc. Non, c'est pas le cas. Alors, ces transparents n'engagent que la personne qui les a écrits, c'est-à-dire moi. Je dis pas que les gens qui ont conçu les programmes pensent ça. Je dis, c'est ce que moi je vois dans l'intérêt de mettre de l'informatique dans les programmes scolaires. Alors, la première chose, c'est, on parle structuration de pensée, donc pensée informatique ou pensée computationnelle. Alors, la première chose, c'est que vous n'avez pas attendu qu'il y ait de l'informatique dans les écoles ou dans les collèges pour les faire penser de manière logique, ça on est bien d'accord, mais c'est une autre occasion de le faire, et c'est une occasion, de le faire de manière plus intensive, parce que dans un raisonnement mathématique, j'ai fait beaucoup de mathématiques dans mes études, au bout d'un moment on dit oui c'est bon, t'as l'idée, etc. Donc si le prof en général il est beaucoup plus sympa qu'un ordinateur. L'ordinateur il est pas sympa, il a aucun sentiment, etc. Quand une personne a presque l'idée, sur un raisonnement mathématique on peut mettre une partie des points parce qu'il y avait une bonne partie de l'idée. L'ordinateur il doit renvoyer 12, il renvoie 7, il renvoie 7, c'est pas 12. Et donc du coup ça permet de pousser plus loin le formalisme, être précis, dire exactement les bons mots, le bon nombre de fois, etc. Donc ça permet de développer ça. Et puis on voit des liens avec d'autres choses. Tout à l'heure, je donnerai des applications de la pensée informatique. C'est pas parce qu'il y a informatique dans le nom que c'est forcément juste lié à l'informatique. Et donc pouvoir développer des compétences qu'on avait déjà, mais les renforcer, et pouvoir les utiliser dans des domaines très variés qui ne se limitent absolument pas à l'informatique. Un autre truc qui est très très important, c'est que l'ordinateur il m'aime pas, mais de toute façon j'y connais rien aux ordinateurs. Ce truc-là, c'est juste pas possible. Nous on le dit des fois, voilà, parce qu'on en a marre, ça marche pas, mais il veut pas, mais c'est pas possible. Plus on comprend comment les choses fonctionnent, plus on se dit que soit on va réussir à faire en sorte que ce logiciel fasse ce truc-là, ou alors changer de logiciel pour en trouver un qui fait ce qu'on lui demande, ou alors coder un bout de quelque chose qui va faire ce qu'on a envie de faire. Parce que la démarche habituelle, c'est de croire que le truc est magique, c'est une boîte noire, de toute façon j'y comprendrai jamais rien. Et ça c'est vraiment dommage, surtout quand on a 8 ans en 2018. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'utiliser les logiciels qui ont été faits par d'autres et qui nous disent que, par exemple, qu'est-ce qui force à regarder des bandes annonces au début de la lecture d'un DVD ? C'est votre lecteur DVD qui est prévu pour ne pas vous laisser zapper les bandes annonces, les machins, etc. À la base, c'est un fichier informatique. On nous a construit une machine qui nous oblige à regarder la bande annonce dedans. Si jamais vous concevez un programme pour lire un DVD, vous pouvez faire en sorte qu'il lise pas le machin obligatoire au départ. D'accord ? Se dire que des fois on utilise quelque chose, mais qu'en fait on pourrait nous changer, on pourrait nous faire autrement, on pourrait faire quelque chose qui a les fonctionnalités qu'on veut. Alors je dis pas que je vais réécrire le programme de Facebook et créer un réseau social à moi toute seule, bien évidemment, mais des fois c'est sur des trucs tout petits où on peut se dire oui, il y a une solution informatique, elle n'existe pas, mais je pourrais la faire moi-même. Ou alors je pourrais faire en sorte de dire aux gens qui développent des logiciels que oui, il y a de la demande pour ce genre de choses. Voilà. Et aussi, alors dans le démystifier, je rajoute un autre truc. Ça permettrait d'éviter que des gens arrivent en première année informatique à la fac en se disant de toute façon moi je vais surfer sur Facebook et coder des jeux vidéo. Voilà, ceux qui arrivent encore. Alors surfer sur Facebook ou je sais pas quoi, c'est un truc de vieux Facebook maintenant. C'est je sais pas quoi. C'est quoi qui est moderne ?
Insta, voilà. On dit pas Instagram, on dit Insta, voilà. Ils savent que c'est pas ça le boulot d'un informaticien, mais développer des jeux vidéo, ils ont l'impression que 99% des informaticiens font ça. Et si jamais ils savent ce qu'il y a derrière, ils comprendront que déjà développer des jeux vidéo, c'est pas la même chose que jouer à des jeux vidéo. Et que deuxièmement, il y a d'autres choses derrière. Donc ça permettrait aux gens de pas se détourner pour des mauvaises raisons, et ça permettrait aussi aux gens de pas venir avec des espèces de rêves complètement farfelus qui sont pas du tout conformes à la réalité. Et une dernière chose, c'est que on est tous des citoyens, et on est citoyens dans un monde numérique. Par exemple, si on parle de neutralité du net, il y a une loi qui est votée sur ça, machin, ils l'ont supprimée aux États-Unis, je sais pas quoi. Ouais, ok. Mais si les gens comprennent que derrière ça, il y a le fait que parce que tu es abonné à Internet chez Orange, alors on va te limiter ton débit sur tel site Internet, et que du coup tes vidéos, tu pourras pas les regarder, elles seront de qualité pourrie, parce que ce site-là, il a un accord avec un autre opérateur, et que du coup, à toi, il te bloque pas l'accès. Non, ce serait trop visible. Il te ralentit l'accès à ces vidéos. Bah ça, c'est pas très honnête. Ils ont fait, j'avais une vidéo, c'était chez Burger King. Ils ont essayé de simuler la neutralité du net avec, dans un fast-food. Et donc les gens venaient et on leur disait, vous avez le choix entre acheter le burger comme d'habitude ou acheter le burger préférentiel qui va plus vite. Bah les gens ils achetaient le normal. Et là le gars il était là, il avait son plateau, il avait le burger dessus, il disait non, désolé, je ne pourrai vous le donner que dans 45 secondes. Et oui, je sais, il est là, je pourrais vous le donner. C'est pareil, hein, les gens qui freinent YouTube et l'accès, c'est exactement la même chose. Mais vous n'avez pas payé l'accès spécial, donc du coup, votre burger, vous l'aurez dans... Voilà. Et les gens étaient super choqués de voir ça pour la distribution de la nourriture. Mais sur Internet, un service qu'on pourrait vous donner, mais qu'on vous donne pas parce qu'on le donne aux gens qui ont payé plus, alors que, voilà, c'est ce genre de choses. Donc il y a plein de problématiques qui sont pas forcément du domaine technique, mais il faut comprendre quelque chose de la technique pour comprendre ça, et c'est des choses que tout citoyen devrait comprendre pour, si on a un avis très tranché là-dessus, le jour où on doit voter, on vote pour la personne qui est d'accord avec ça. Voilà. Mais si on sait pas ce que c'est, on s'en fiche, et puis les décideurs, ils font bien ce qu'ils veulent, puisque tout le monde s'en fiche, et personne ne comprend ce qui se passe. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc non, on ne cherche pas à former des wagons de développeurs ou développeuses. Il y a des gens qui se tournent vers ça parce que ça leur plaît, parce qu'il y a des débouchés, etc. Mais c'est pas le but du jeu. Enfin, tout le monde fait de la physique ou de la science de la vie de la Terre au collège, mais c'est pas pour ça que tout le monde devient astrophysicien ou je ne sais pas quoi. L'informatique, c'est la même chose. Alors, je vous ai dit, la pensée informatique, c'est pas parce qu'il y a le mot informatique dedans que c'est réservé aux informaticiens. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Je vous ai donné des domaines d'application de la pensée informatique. Les voilà. C'est pas ceux que vous attendiez ? Alors les maths, oui, ça on s'y attendait un peu, d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? On formalise les choses, on fait preuve de logique, comme dans l'exposition que certains d'entre vous vont aller visiter juste après. Donc on nous donne un problème, on veut le résoudre, quelles sont les étapes ? Quelles sont les opérations que je dois réaliser, par exemple, dans quel ordre, combien de fois, etc., pour résoudre ce problème. Ok, mais on peut aller dans des domaines un peu divers. La cuisine, alors c'est le pré-carré des algorithmes, la cuisine. Une recette de cuisine, décrire à quelqu'un comment réaliser une recette précise en lui donnant les étapes, les ingrédients qui sont nécessaires, et dire quoi, dans quel ordre, combien de temps, etc. Ça, c'est un algorithme. Donc ça fait preuve de pensée informatique. En architecture, ok, je sais réaliser une maison avec 4 pièces sur un étage, je sais le faire. Maintenant, je dois me réaliser une maison de 8 pièces sur 2 étages. Qu'est-ce qui change ? Est-ce que je superpose 2 maisons de 4 pièces ? Non, il va y avoir un toit, une maison posée dessus. Enfin, ça va pas marcher. Qu'est-ce que je garde de la maison de 4 pièces ? Qu'est-ce que je change ? Peut-être que je vais devoir renforcer comment ça s'appelle, là, les sous-bassements, là, les fondations. Voilà. Je vais peut-être pas mettre une porte d'entrée au premier étage. Ça sert peut-être à rien, mais il y a des choses que je vais garder, la structuration des pièces, essayer de mettre les murs au même endroit. Ce serait cool aux 2 étages, enfin les murs extérieurs du moins, ce serait bien. Donc qu'est-ce que je réutilise ? Qu'est-ce que je dois changer ? Alors je peux appliquer la même chose à ma recette de cuisine. J'ai une recette pour faire des crêpes pour 6 personnes. Qu'est-ce qui change si je veux faire des crêpes pour 8 personnes ? Est-ce que c'est le temps de touiller ma pâte à crêpes qui change ? Est-ce que c'est l'ordre dans lequel je mets les ingrédients ? Est-ce que c'est la quantité d'ingrédients ? Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce qui change là-dessus ? Le rangement.
Alors, le rangement, il va falloir dire, j'ai tant de caisses, comment je choisis ce que je mets dans quelle caisse, par quoi je commence, est-ce que j'appelle tout le monde et je dis, bon, alors toi, tu te charges de la cuisine, toi de la salle de bain, toi de ta chambre, toi de, etc. Voilà. Comment j'organise les choses avant de décider comment les ranger. Alors, rangement aussi, ça peut être... Ah non, j'en parlerai tout à l'heure. En cinéma, on peut faire aussi de la pensée informatique. Donc, on doit réaliser le script du film. Donc, la question, c'est comment je découpe ça, quelles sont mes scènes, qu'est-ce qui se passe dans quelle scène, qu'est-ce que j'ai besoin, quelle personne j'ai besoin d'avoir pour tourner cette scène-là. Donc, je vais regrouper ensemble les scènes qui font venir les acteurs qui coûtent très cher, parce que comme ça, je les ferai venir moins de jours et puis ça coûtera moins cher dans le budget de mon film. Enfin, tout ce genre de choses. Découper l'histoire en morceaux, se dire que ça, on va le tourner d'un coup, que j'ai plusieurs scènes qui se passent dans le même extérieur et que du coup, je vais essayer de les tourner en même temps parce que ce sera plus pratique, etc. Tout ça, c'est une histoire de structuration qui peut se lier avec la pensée informatique. Je veux faire des livraisons. Alors ça, c'est un problème super connu en informatique. Je dois passer par différents endroits. Et d'ailleurs, il y a une activité autour de ça dans l'exposition derrière, si je ne m'abuse, avec des histoires de pirates. Non, je sais plus si on voyage. C'est ça, de voyage. C'est exactement ça. Sauf que c'est pas une histoire de jeu, de défi, de faire mieux que les autres. C'est une histoire de combien de temps ça va prendre aux livreurs parce qu'ils peuvent pas faire deux choses en même temps et combien ça va me coûter en essence, en je ne sais quoi. Voilà. Et donc ça, non seulement c'est un problème qui est très connu en informatique, mais en plus c'est un problème qui est connu pour être très difficile à résoudre. Et après, je parle de chemin. Alors là, c'est imaginer que vous devez donner des indications à quelqu'un pour vous retrouver quelque part. Et cette personne vous appelle en disant « mais je ne sais pas comment y aller ». Donc vous devez expliquer. Donc vous devez tenir compte de où est cette personne. Déjà, vous devez comprendre où elle est. Ensuite, tenir compte de sa position et de son orientation, tenir compte de ce qu'elle connaît. Est-ce que tu sais aller déjà tu vas jusque tel supermarché et ensuite tu tournes à gauche et machin. Il connaît pas le supermarché, je dois adapter mon explication à ses connaissances, aux données qu'il a. Et puis voilà. Donc il y a plein de situations où on doit structurer sa pensée. Alors plus ou moins en fonction des cas. C'est pas forcément les mêmes aspects de pensée informatique qu'on travaille à chaque fois, mais dans chacune de ces activités qui sont ici, je vois des trucs qui sont en lien. Donc en particulier, on peut faire travailler la pensée informatique quand on raconte une histoire, enfin quand on conçoit une histoire, ça rejoint un peu mon histoire de cinéma. Et parfois, ce sont pas forcément des personnes qui ont fait des études informatiques ou scientifiques qui réussissent le mieux pour écrire un programme. Donc j'en reparlerai tout à l'heure quand je parlerai du club de programmation pour personnes âgées que j'ai animé pendant une année. Alors, on m'a demandé de parler de langage informatique. Est-ce que un langage et une langue, c'est la même chose ? En fait, non, c'est pas du tout la même chose parce qu'on veut pas en faire la même chose. À quoi ça sert un langage informatique ? Ça sert à parler à une machine. Enfin, pas vraiment lui parler, mais lui envoyer des instructions. Parce que parler, ça imagine qu'elle va décrypter des informations compliquées. Non. Ok. Donc, il y a des trucs qui nous servent à rien. Donc, tout ce qui est poésie, subtilité, sous-entendu, etc., qui sont vraiment utiles quand on parle avec des gens. Enfin, si j'ai envie de dire à mes enfants que je les aime, j'ai plein de choses que je peux leur dire et ils vont comprendre le même message. L'ordinateur, j'ai pas envie d'avoir plein de façons de dire la même chose. J'ai besoin d'une façon et qu'elle soit claire et précise et que si je dis ma puce, l'ordinateur, il va penser que je le prends pour un insecte. Voilà. Ma fille, non. Mais quand je veux parler à ma fille, j'utilise une langue riche, le français. Quand je veux parler à un ordinateur, j'utilise un langage informatique. Par contre, qu'est-ce qui est très important en revanche dans un langage informatique, c'est d'utiliser des mots précis. Ma puce, mon chaton, pour ma fille, elle sait que c'est des petits mots gentils. C'est dans la même case. Si j'ai juste besoin de dire petits mots gentils, si tant est que ça serve à quelque chose à l'ordinateur d'entendre un petit mot gentil, il faut que j'en ai un précis et qu'il sache le reconnaître. Donc il faut que les mots soient précis. Il faut qu'il y ait peu de mots dans mon langage, peu de mots différents, parce que à chaque fois, l'ordinateur, il va y avoir une structure électronique derrière qui va être capable de traiter ces choses-là. Plus j'ai plein de mots différents, plus je vais soit avoir besoin de traduire ce truc-là
dans un langage que sait exécuter la machine, ou alors avoir une machine compliquée qui sait faire plein de choses différentes. Je préfère, si je suis conceptrice d'ordinateur, je préfère avoir un ordinateur qui fait pas plein de choses différentes, qui fait moins de choses, mais qui les fait rapidement, et après qui peut les combiner pour faire des choses plus compliquées, plutôt que de devoir construire l'architecture d'un ordinateur derrière, qui est pas capable de comprendre plein d'instructions, mais du coup qui est très cher à mettre en œuvre, à réaliser, fabriquer. Et j'ai surtout besoin qu'il y ait une sémantique précise. Chaque mot qui est dans mon langage, il signifie une seule chose. Puce, ça veut dire mot doux pour ma fille, ça veut dire animal qui agresse mon chien, ça veut dire morceau de mon ordinateur. Non, c'est pas possible. Donc, on a un certain langage, et à ce langage, on donne une sémantique, une signification, une action précise pour chaque mot. Voilà. Donc là-haut, je peux dire plein de choses, et je veux dire plein de choses, je veux dire des choses très riches. En bas, je veux être précis et qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir de l'ambiguïté. Donc les sous-entendus en particulier, ça, à l'ordinateur, c'est pas possible. Donc comme on veut faire des choses différentes, et ben du coup, les langages informatiques et les langues qu'on utilise pour discuter avec des humains, elles sont de nature très différente. Alors, là, c'était pour la partie « Qu'est-ce que c'est ?» que la pensée informatique. Maintenant, c'est la deuxième partie. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes enseignants. Il y a des gens qui sont pas enseignants dans cette salle, à part des gens qui sont d'ici. Non, ils se dénoncent pas alors. Voilà. La question, c'est, ok, ça c'est bien. Vous avez fait des études d'informatique. En vrai, j'ai fait des études de maths à la base, mais bon, voilà. Vous savez faire, ok, machin. Et moi, comment j'ébarque? Alors moi, je crois pas avoir vu des gens qui sont au lycée. Il y a des gens qui sont au lycée? Oui, ils sont 2, 3. Alors les gens qui sont au lycée voient arriver là, 2019, une réforme des programmes de lycée avec introduction d'un peu d'informatique en classe de seconde, qui ne s'appelle pas informatique, qui s'appelle sciences numériques et technologies, et beaucoup d'informatique en première et terminale, qui ne s'appelle toujours pas informatique, qui s'appelle numérique et sciences informatiques. D'ailleurs, la question pourquoi les maths s'appellent maths depuis la maternelle, et pourquoi informatique a besoin de 12 000 noms différents, ça je ne sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander. Donc ces gens-là vont se retrouver à devoir faire beaucoup d'informatique, mais même pour les programmes de collège, il y a eu du Scratch, il y a eu de l'algorithmique qui est arrivé, et si je me souviens bien d'avoir regardé les programmes de cycle 2, il y a des histoires de déplacement, de je sais pas quoi, etc. Bon. Alors on peut dire, ok, on le fait autrement, on le fait comme avant, on n'en fait pas trop parce que c'est pas vraiment évalué, ou alors on peut avoir la démarche de se dire, ok, ce genre de choses est dans les programmes, comment moi je peux le décliner en fonction de ce que j'aime bien faire, en fonction surtout de ce que je sais faire. Et peut-être que j'ai pas 3 heures à passer chaque soir à me former pour avoir un bac plus 5 en informatique avant de me lancer à faire quelque chose avec mes élèves de CM2. Voilà. Donc, comment on fait? Donc, la première chose, c'est que il faut bidouiller. En informatique, vous avez une machine psychorigide face à vous qui va vous dire non, 1 fois, 2 fois, etc. Et que vous allez essayer de cuisiner jusqu'à ce qu'elle vous dise oui. Et donc, la meilleure façon d'avoir une idée de comment on fait de l'informatique, c'est d'essayer de faire de l'informatique. Alors, j'ai pris ça comme exemple. La définition rend super bien. J'espère que la définition de la vidéo, elle est pas trop bonne, sinon on voit trop. Voilà. Donc, Scratch, c'est un des... Je sais pas si c'est écrit dans les programmes ou s'ils n'ont pas le droit. Alors, au lycée, ils ont écrit Python maintenant, c'est clair, mais en collège, je suis pas sûre qu'ils ont écrit Scratch. La fois où je l'avais regardé, c'était écrit un langage par bloc, etc. Mais voilà, en gros, c'est pressenti pour être ça. Il y a des variantes qui ressemblent. Mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose dessus. Alors, quand je discute avec des gens qui sont plutôt dans le primaire et qui sont pas obligés de se mettre à ce genre de choses-là, et qui se disent, c'est pas forcément ma formation, donc les statistiques que j'ai, c'est qu'en général, les gens qui vont enseigner dans le primaire sont pas forcément des gens qui ont une formation scientifique, que c'est plutôt des gens qui sont littéraires. Peut-être c'est pas votre cas, mais en général c'est ça. Et moi, ce que je dis à des gens qui se disent, c'est pas forcément ma cam au départ, c'est de mélanger des activités informatiques avec ce qu'on aime faire, avec raconter une histoire, mais la scénariser, la mettre en œuvre là-dessus, faire en sorte que dans l'histoire on puisse mettre un peu d'interactivité, on puisse cliquer sur un personnage et il se passe quelque chose. Qui veux-tu qui aille chercher je sais pas quoi, le vélo au fond de la forêt. Et clique sur un personnage, et c'est celui qui y va.
Et dans ces cas-là, mettre juste un peu de scénarisation sur une conception d'histoire qu'on a imaginée, qui a mis en œuvre des compétences de langage, de je ne sais pas quoi, tout ce genre de choses que vous connaissez mieux que moi, et ben on peut mettre un peu de pensée informatique dedans. Alors quand on est prof de maths au collège, c'est plus si vrai que ça, parce que là on est censé préparer les gens pour le brevet, et qu'au brevet il commence à y avoir vraiment des choses qui ressemblent à de la programmation, et ben il faut se lancer dedans. Mais alors, sauf que c'est pas forcément évident. La question c'est, ouais, ok, mais là moi je suis devant mon ordinateur, j'ai pas eu de formation en la matière, comment je me lance? Et ben pour ça, je connais une solution, il y en a sûrement plein d'autres, c'est qu'il y a un programme. Est-ce que il y a des gens ici qui ne connaissent pas ClassCode? Est-ce que ça sert à quelque chose que j'explique? Oui. Alors, ClassCode, c'est un projet qui a été financé dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, d'accord, qui regroupe plein d'universités, qui regroupe une start-up qui fait des clubs de codage, etc. Enfin, plein de gens, et qui consiste à former des gens qui seront amenés à faire de l'informatique avec des 8-14 ans. Donc la cible, c'est les gens qui vont côtoyer les 8-14 ans. Et l'idée, c'est de faire ce qu'ils appellent une formation hybride. C'est-à-dire, il y a une partie, c'est un MOOC, parce que si on veut former jusque 300 000 personnes, parce que le nombre de gens qui auraient besoin d'être formés pour faire de l'informatique avec des 8-14 ans, on estime que c'est à peu près de cet ordre-là. On n'a pas forcément les moyens de mettre des gens et de faire venir les profs ou les animateurs pendant des créneaux longs pour les former. Et du coup, le MOOC, c'est un peu une moins mauvaise solution, d'accord ? Ça permet de diffuser de manière plus large. Et le MOOC, ça suffit pas, parce qu'en règle générale, quand on est devant un ordinateur, qu'on a galéré sur un exercice et qu'on n'a pas réussi à le faire, il y a rien de mieux que de rencontrer des humains qui éventuellement ont galéré sur la même chose que nous, et peut-être pas au même endroit, et qui ont des éléments de solution. Et donc l'idée de ClassCode, c'est de faire des temps de rencontre entre apprenants. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'un formateur. En général, c'est des structures qui accueillent ces temps de rencontre. Et mais si moi j'ai envie je me mets à faire ClassCode et j'ai envie d'organiser une rencontre, j'ai juste à la mettre sur le site, à dire voilà, à telle date, je veux bien rencontrer des gens qui font ça à tel endroit. Et puis d'autres gens qui font la formation peuvent s'inscrire à ce temps de rencontre. Et puis on discute, on s'entraide, etc. Voilà. Donc voilà en quoi consiste ClassCode. Donc il y a 5 modules qui vont de je découvre la programmation, j'en ai jamais fait avant, à il y a un module sur les données, un module sur la robotique, un module sur les réseaux et un module sur la gestion de projet. Sachant que l'idée c'est que les gens fassent le premier, je découvre, le dernier parce qu'on va être amené à faire des projets, et puis après ils piochent à l'intérieur de ce qu'ils veulent. Et même au sein d'un module, on peut piocher exactement ce qu'on veut. Il y a des parcours à la carte. Enfin bref, il y a des ressources, il y a des vidéos. Tout est fait pour que les enseignants les prennent et les passent à leur classe s'ils ont envie, parce qu'il y a certaines vidéos qui sont visibles par les élèves. Enfin bref, c'est des trucs sous licence Creative Commons pour que vous puissiez réutiliser les choses. Voilà. Alors moi, en informatique, je fais pas mal d'informatique sans ordinateur. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais vous parler d'informatique, mais que je vais pas utiliser de machine pour le faire. Donc la première question, c'est pourquoi on ferait ça ? La raison, c'est que les gens, pour eux, l'informatique, c'est leur ordinateur et les quelques usages qu'ils en font. Pour moi, l'informatique, c'est toutes les idées qu'il y a derrière et qui ont permis de réaliser cet ordinateur et qui ont permis d'en faire ses usages. Et l'idée, c'est pas qu'il faut juste bidouiller, l'idée, c'est qu'il faut réfléchir avant de faire les choses. Et si j'ai envie de parler d'algorithmique, j'ai pas besoin d'un ordinateur pour le faire. Alors que dans l'inverse, dans le sens inverse, c'est pas vrai. J'ai besoin d'un algorithme pour faire tourner un ordinateur. Mais j'ai pas besoin d'ordinateur pour concevoir l'algorithme. Et si je forme les élèves en leur expliquant que l'informatique c'est Scratch, ce sera que Scratch, etc. Le jour où, si jamais ce sont des gens qui se mettent à faire de l'informatique plus tard, avant qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, sûrement que Scratch ça n'existera plus. Ou même si on leur apprend un langage, par exemple Python, apprendre Python pour apprendre Python, moi, c'est pas un but en soi. Python, c'est un outil de comprendre comment fonctionne un programme, d'en réaliser certains, et puis après, quand ils seront grands, si jamais ils font de l'informatique, ils verront sur quel langage ils programment. Ce qui est important, c'est l'idée, c'est la démarche, et après, passer d'un langage à un autre, ça, c'est juste une étape supplémentaire. Ah c'est cool faire l'informatique sans ordinateur. J'ai pas de machine chez moi, c'est bien. Enfin, mon inspecteur d'académie, inspectrice, je sais pas quoi, ma hiérarchie, ils ont pas besoin de payer des ordinateurs dans ma classe.
puisque je fais de l'informatique sans ordinateur. Alors non, pour moi c'est un outil que j'utilise beaucoup, parce que moi je suis pas celle qui doit faire les cours typiquement aux élèves, mais si je devais faire les cours aux élèves, je ferais une partie de ça et une partie d'autre chose. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle on a besoin de pensée informatique, c'est parce que l'ordinateur, je le dis et je le répète, il est précis, il fait des calculs avec plein de chiffres après les virgules, il est rapide, il va beaucoup plus vite que moi dans les calculs, mais par contre, il est stupide. Il n'a aucune espèce d'intelligence. Alors ça, c'est l'image dont je vous parlais. Cette image, c'est la rencontre de Marie-Jo et Hélène, qui ont à elles deux une bonne 130aine d'années, peut-être 140, voilà, qui sont en train d'expliquer leur programme Scratch à un troupeau de garçons entre 7 et 11 ans, qui eux faisaient un club de codage pour les jeunes. Voilà. Alors, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à tous les âges. Donc à gauche, c'est une demoiselle de 8 ans qui fait la même activité qu'un monsieur de 80. Ouais, je suis allée demander l'âge du monsieur pour garder les traces. À droite, c'est une personne que je vais vous montrer en vidéo dans quelques minutes qui est en train de faire un tour de magie. Et qu'est-ce qu'il faut savoir en informatique avant pour se lancer à quel public on peut faire ça, d'accord ? Bah n'importe qui. Donc là, en bas à gauche, c'est des étudiants de M1 à moi. Et en bas à droite, c'est des collègues non scientifiques, donc secrétaires, assistants, ressources humaines, etc., de mon centre de recherche. Donc on peut faire ces activités à plein de gens. Et qui est-ce qui peut le faire ? Bah pareil, c'est variable. On n'a pas besoin de connaître toute l'informatique pour se lancer dans une activité d'informatique sans ordi. C'est en général assez facile à prendre en main. Et vous verrez que le matériel que j'utilise, ça se trouve très facilement. Donc j'ai 20 minutes à la fin d'une heure de cours, ils sont fatigués, ils veulent plus faire un truc très très standard. Est-ce que je pourrais pas faire autre chose pour essayer de les raccrocher ? Eh ben ça peut être une bonne idée. Donc de droite à gauche, il y a Pierre, étudiant en 3e année en informatique. Au milieu, il y a Lisa, stagiaire de 3e, qui venait voir sa tante qui faisait de la com, et sa tante l'a envoyée vers moi, et là elle est en train d'animer une activité pour des lycéens. Donc elle explique de l'algorithmique à un lycéen. Et à gauche, c'est l'équipe pédagogique de l'école maternelle Marcel Leroy de Nancy, qui a pris en main des activités et qui ensuite l'ont décliné sans moi pendant toute une année avec les élèves de grande section de maternelle. Donc ils ont fait de la programmation en grande section de maternelle, mais ils n'ont pas vu un ordinateur de tout le semestre. Voilà. Alors, de quoi on peut parler ? On peut parler d'algorithmique, bien entendu, mais de plein d'autres choses, pardon. Ça, c'est que des choses pour lesquelles je suis capable de vous sortir une activité qui existe, qui a déjà été testée devant des gens et qui parle de ça. Donc ça va de l'intelligence artificielle au parallélisme. Alors typiquement, le parallélisme, c'est ce qu'ils font en grande section de maternelle, avec la programmation. Oui, ça fait rigoler. Mais quand j'explique que je vais faire mon cours de model checking de la logique CTL avec mon cours de Master 2, avec des élèves de première S, ça fait aussi beaucoup rire les gens, sauf que ça marche bien, en général. Alors, j'ai mis quelques liens. Les transparents seront diffusés après, d'accord ? Donc, vous pourrez récupérer ça. Ces différents liens de ressources sans ordinateur ou pas. Si vous cherchez ma page et que vous savez que je m'appelle Marie Duflo-Crémer, il y en a qu'une qui s'appelle comme ça, c'est moi, et donc vous retrouverez ça. Et je vous laisse en dernier transparent donc les liens ici pour me contacter pour faire des retours sur des activités que vous auriez faites, etc. Voilà. Alors, j'ai 1 minute de vidéo. Ah non, c'est de l'autre côté. Je vais vous faire un tour de magie, mais avant de vous le faire, on va essayer de le faire une fois ensemble, mais avant ça, je voudrais vous montrer quelqu'un d'autre qui sait faire ce tour de magie. Ce quelqu'un d'autre s'appelle... Alors, est-ce que le son fonctionne ? Voilà. Ça va être un tour de magie réalisé par Isaline. Le truc qu'elle utilise, c'est un truc qui est lié à l'informatique. Elle va suivre un algorithme, exactement. Et un algorithme qu'à 5 ans, on peut faire, mais vous allez voir que c'est pas si facile de comprendre le truc quand on le regarde. Comment ça se passe le tour de magie ? Vas-y, choisis quelqu'un qui va devoir faire le tour. Tu te retournes ? Tu choisis une carte. Tu échanges les deux que tu n'as pas choisis. Et puis après, tu mets toutes les cartes à l'envers. Tout à l'envers. Voilà. Maintenant, Isaline se retourne. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Tu l'as mélangé avec tes deux index. Voilà. Tu mélanges plusieurs fois pour pas qu'elle se souvienne de où étaient toutes les cartes.
Voilà. Maintenant, Isaline, tu regardes une carte et tu lui dis... Le lapin. Est-ce que tu avais choisi le lapin? Je pense que tu peux l'applaudir. Alors, voilà. Donc, je vous ai mis, donc ça dure 1 minute. Ça illustre que certaines activités qui sont basées sur l'informatique peuvent être présentées comme des tours de magie et peuvent être présentées par quelqu'un de très jeune. Donc, j'ai changé de tenue, du coup. Je me suis déguisée en informaticienne. Informaticienne, ça veut pas dire que l'informatique, c'est de la magie. Ça veut juste dire que des fois, quand on connaît les choses, on peut montrer quelque chose qui a l'air magique de l'extérieur, mais pas du tout de l'intérieur. Alors, je vais avoir besoin d'une personne volontaire pour faire le tour de magie. Ici. C'est moi qui vais faire le tour de magie. J'ai juste besoin d'une personne qui va mélanger les cartes. C'est pas méchant. Est-ce que quelqu'un veut bien venir? S'il vous plaît. Merci beaucoup. On peut l'applaudir parce que... Voilà. Alors pour le faire, ici, j'ai 3 cartes. Alors pour la vidéo, ça va être compliqué. Donc le truc qui a l'air bleu, c'est une voiture. Le truc qui a l'air rouge, ce sont des tomates. Et le truc qui a l'air ni bleu ni rouge, c'est un labrador. Un chien, on va dire. Ok? Donc l'idée, c'est que tu vas choisir une carte, tu vas la montrer aux gens et au projecteur qui fait mal aux yeux, qui est à peu près à côté de la caméra, pendant que moi, je suis retournée. Et ensuite, tu vas échanger les 2 cartes que tu n'as pas choisies. Si je te donne un exemple, si je choisis le chien, j'intervertis la voiture et la tomate, et ensuite, tu vas mettre toutes les cartes à l'envers. C'est bon pour toi? Ok, je me retourne. C'est ça, tu les mets toutes à l'envers parce que sinon je vais les voir et je vais savoir ce qui a été échangé. Alors, maintenant, il va falloir que tu mélanges ces 3 cartes quelques fois pour te convaincre que je ne suis pas capable de suivre des yeux les 3 cartes pendant que tu le fais. Ok. Alors c'est là qu'on va voir si je suis moins forte que ma fille de 5 ans. C'est pour ça que je vous ai montré la vidéo, hein. Ça marche en vrai. Mais voilà, donc... Là, j'ai pris une carte, et si j'ai pas fumé la moquette, je dirais que tu avais choisi la voiture. Ah bah, ça c'est pas grave. Il avait choisi la voiture? Oui. La question que je vous pose maintenant, c'est comment j'ai fait? Alors, compter les permutations, je rappelle que le tour de magie, normalement, il est fait par, alors on la voit pas sur l'image, mais par Isaline, qui avait 5 ans et demi à la date du tournage. Donc, compter les permutations, non. Suivre des yeux, oui, mais compter les permutations, non. Qu'est-ce que je peux suivre des yeux quand il y a 3 cartes qui bougent? Une carte. Je peux suivre des yeux une carte. Et bien, en suivant des yeux une carte, je suis capable de retrouver celle qui avait été choisie. Alors, comme je dois passer à autre chose, je vais juste vous expliquer une seconde. L'idée, c'est que moi, si je suis capable de suivre des yeux une carte, c'est ce qu'on va faire. Tu vas faire le tour de magie. Je l'ai fait une fois, maintenant c'est ton tour. Ok? Ah non, t'avais pas signé pour ça. Alors, donc tu vas être capable de mémoriser une carte. Donc laquelle tu veux mémoriser? Voilà, la bleue, la voiture. Ok, tu te retournes. Ok? Pendant qu'il se retourne, je choisis une carte. Celle-là. Ok? Donc j'échange les 2 autres. Donc j'ai choisi celle-ci. Je peux pas dire ce que c'est, sinon voilà. J'ai échangé les 2 autres et puis je mets toutes les cartes à l'envers. Maintenant, tu reviens. Et quelle est la carte que tu connaissais? Celle que tu as repérée, etc. La bleue. Et elle était où, la bleue? Elle était ici. Donc, il se souvient que la bleue était ici. Quand il m'a tourné de dos, la bleue était ici. Donc, laquelle tu vas suivre des yeux pendant qu'on bouge? La bleue. Exactement, donc celle-là. Alors là, suivre une carte des yeux quand on les déplace, normalement, c'est faisable. Elle est où? Exactement. Alors maintenant, tu la prends et tu la regardes. Est-ce que tu vois une voiture bleue? Elle n'est plus bleue, elle est blanche. Alors, qu'est-ce que tu peux en déduire sur ce qui s'est passé pendant que tu avais le dos tourné? Alors attends, un instant, je vais te donner un micro, parce que sinon, pour la réalisation de la vidéo, ça va moins bien marcher. Vu que tu es en train de dire des choses intelligentes, je suis pas sûre qu'il fonctionne.
J'en déduis que la bleue était plus à sa place. La bleue était plus à sa place, exactement. Parce Et qu'elle est donc, devenue j'ai blanche. échangé quelle carte et quelle carte? La rouge et la blanche. Non. La bleue La bleue, puisqu'elle est plus à sa place. et la blanche est restée... non. La blanche, elle est arrivée à la place de la bleue, puisque c'est celle-là que tu as regardée. Oui, donc on a inversé la bleue et la blanche. On a inversé la bleue et la blanche. Et si on inverse la bleue et la blanche, c'est qu'on a choisi, C'est que la rouge est restée à sa place. c'est que la rouge est restée à sa place et que c'est la rouge qu'on a choisie. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on doit faire quand on réalise le tour de magie? On doit exécuter un algorithme. Et l'algorithme que moi j'exécute, ça veut pas dire que je suis pas intelligente, mais l'algorithme que j'exécute, il est tout bête. Je mémorise une carte, je me tourne, je reviens, je la suis des yeux, et puis je prends la carte que j'ai mémorisée. Si jamais c'est celle que j'avais mémorisée, c'est qu'elle est restée à la même place pendant que j'avais le dos tourné. Donc c'est celle-là qu'on a choisie, puisqu'elle n'a pas bougé. Donc si je retrouve la carte que j'ai mémorisée, s'il avait retrouvé la voiture, il aurait dit c'est la voiture, puisqu'elle n'avait pas bougé. Sinon, et là vous entendez si, machin, alors, bidule, sinon, truc muche, c'est une instruction conditionnelle. Donc c'est là que vient l'informatique. Si je vois la voiture, alors je dis la voiture. Sinon, c'est que je vois un des deux autres, je dis le nom du troisième. Donc typiquement, quand on mémorise la voiture, si on voit la voiture, on dit la voiture. Si on voit le chien, on dit les tomates. Et si on voit les tomates, on dit le chien. Et ça, je suis capable de l'expliquer à mon ordinateur de 5 ans et demi, qui le fait beaucoup mieux que moi parce qu'elle est plus concentrée. Et donc, quand on vous fait le tour de magie, vous voyez un programme tourner. Et on vous dit, c'est quoi le code de ce programme? Et ça, c'est super dur à faire, à retrouver le code d'un programme qu'on voit tourner. Mais moi, qu'est-ce que je fais? J'ai le code du programme et je dois juste l'exécuter pas à pas. Donc je fais quelque chose qui a l'air magique, qui a l'air intelligent, en suivant tout bêtement un algorithme. Et bien la partie créative de concevoir le programme ou de comprendre quel est le programme qui tourne derrière, ça c'est très difficile et c'est réalisé par les humains. Et la partie exécution de l'algorithme qui m'a permis de vous bluffer l'espace de 1 minute 30, ça c'est réalisé par les machines. Voilà. Combien de temps me reste-t-il ? Il est 37, il me reste 10 minutes, donc je peux essayer de faire un peu d'intelligence artificielle. Je vous demande d'applaudir notre magicien. Ah, tu es là. Je t'avais perdu. Il faut la tourner pour que ça se soit devant. Désolée, c'est pour l'effet de scène, et puis pour pas cacher la vidéoprojection, dont on n'a plus besoin d'ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, dans la catégorie, on a cassé un tour de magie, on a expliqué que c'était juste une instruction conditionnelle. Maintenant, je vous propose de casser l'intelligence artificielle. Dans la catégorie trucs sur lequel on fantasme et on dit c'est un truc super difficile, l'intelligence artificielle, c'est très bien pour ça. Donc, ceci est une activité sans ordinateur qui permet de parler d'intelligence artificielle. Pas forcément convaincu au premier abord. Pour faire ça, j'ai besoin d'un humain qui va se confronter à ma machine. Moi, je vais faire la machine, donc j'ai besoin d'un humain ou d'une humaine. Est-ce qu'il y aurait un humain ou une humaine qui voudrait bien ? Ce n'est pas violent, ça ne fait pas mal, vous n'allez pas paraître ridicule, je ne vais pas vous demander de faire un tour de magie, tout ça, c'est sans risque. Est-ce que quelqu'un veut bien venir ? Merci beaucoup. Alors, pendant qu'elle arrive, je vais expliquer le jeu. Vous avez peut-être déjà entendu parler ça s'appelle la course à 10 ou la course à 20, ou ça s'appelle le jeu de Nîmes, ou c'est les jeux des bâtonnets dans Fort Boyard, ou etc. C'est un truc qu'on a vu décliner sur plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle, c'est une humaine qui va jouer à ce jeu, et moi, je vais incarner la machine qui va jouer contre elle. Et cette machine, elle va faire ce qu'on appelle en intelligence artificielle de l'apprentissage. C'est que au départ, elle va être nulle parce qu'elle connaît pas les règles du jeu, mais elle va essayer d'appliquer des stratégies très simples pour être de moins en moins nulle. Et à force d'être de moins en moins nulle, la machine va devenir infaillible à ce jeu. Alors, je t'explique les règles du jeu, je sais pas si tu connais. Donc normalement, ça se fait avec des bâtonnets ou des allumettes. Les allumettes, c'était vraiment pas visible, c'est trop petit, donc j'ai mis des gobelets. Vous les voyez bien, les gobelets, même ceux de devant ? Voilà, j'ai 8 gobelets ici. À chaque tour, toi, puis la machine, puis toi, puis la machine, va en prendre 1, 2 ou 3.
celle de vous deux, entre toi et la machine, qui prend le ou les derniers gobelets, a gagné. Dans Fort Boyard, c'est le dernier a perdu, mais c'est une variante. Et ça, on pourrait le faire avec Fort Boyard, mais vu le nombre de gobelets, etc. que j'ai, on va le faire comme ça. Donc, tu en prends à chaque fois 1, 2 ou 3, et ton but, c'est d'essayer de prendre le dernier. Ok. La machine, c'est moi. Et alors, comment j'ai fait ma machine ? Eh ben, elle sait qu'elle peut prendre 1, 2 ou 3 gobelets. Et l'idée, c'est qu'au départ, elle sait pas quoi faire. Donc, quand elle sait pas quoi faire, elle fait au hasard. Et par contre, j'ai expliqué juste un truc à ma machine, c'est que le nombre de gobelets qu'elle doit prendre, ça va dépendre de combien de gobelets sont sur la table. Parce que s'il reste un gobelet sur la table, prendre un gobelet, c'est bien, parce que je gagne. Mais s'il reste 2 gobelets sur la table, prendre un gobelet, c'est nul. Parce que tu vas gagner, c'est sûr. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait plusieurs trucs pour tirer au hasard, d'accord ? Tirer au hasard, c'est à secouer et prendre un petit jeton qui est dans un gobelet. J'ai 3 jetons dans mon gobelet, de 3 couleurs différentes, donc rouge, bleu, jaune, qui vont correspondre, alors par ordre alphabétique, bleu c'est 1, jaune c'est 2 et rouge c'est 3. D'accord ? Les couleurs, c'était plus visuel de votre place que les numéros. Voilà. Et donc, moi, ce que je vais faire, donc tu vas commencer par jouer. Donc tu en prends 1, 2 ou 3, comme tu veux. Elle en prend 2. Moi, la machine, mon algorithme me dit, je compte le nombre de gobelets qui est là. 6. Et moi, sur mes gobelets, j'ai mis des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends le gobelet numéro 6. Je secoue. Je prends un jeton. Et là, c'est le jeton rouge. Rouge, c'est 3. Donc, je pose le jeton devant et je prends 3 gobelets. C'est à toi de jouer. Tu as le droit d'en prendre 1, 2 ou 3. Si tu prends le dernier, tu as gagné. Bah, vas-y. Elle en prend 3. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ma machine a perdu. Et quand elle a perdu, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dire, le dernier coup qu'elle a joué, d'accord, en prendre 3 quand il y en avait 6, c'était une mauvaise idée. Puisque j'ai fait ça et directement elle a gagné. Donc, qu'est-ce que je vais me dire ? Ben, juste que faire ça, c'est mauvais. Et si c'est mauvais, eh ben, je vais juste pas remettre le jeton dans le gobelet. Ok ? Et on va continuer à faire des parties. Et du coup, maintenant, quand il y en a 6, j'ai plus que 2 possibilités, en prendre 1 ou en prendre 2. Vas-y. 2, donc il en reste 6. Bleu, c'était 1, donc je prends un gobelet. À toi, il en reste 5. Elle en a pris 1, il en reste 4, je prends le gobelet numéro 4. Rouge, rouge c'est en prendre 3. J'en prends 3. Et j'ai encore perdu. Mais du coup, là, j'ai joué 2 fois. Qu'est-ce qui était une mauvaise stratégie, là ? Ben, pour ma machine, elle sait juste que ici, quand elle en a pris 3 et qu'il y en avait 4, elle a perdu tout directement. Donc elle sait que ça, c'est une mauvaise idée. Peut-être que le coup d'avant était une bonne idée, mais j'ai juste raté celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remettre tous les petits pions dans leur gobelet, sauf le dernier, celui qui m'a fait perdre, et c'est celui-là que j'enlève. Et on va continuer comme ça l'expérience, et à chaque partie, soit la machine gagne, et elle est contente, soit la machine perd, et auquel cas, elle apprend quelque chose. Et elle ne fera plus les mauvais choix. Alors ce qui va arriver, c'est que si on m'amène avec 4 jetons, d'accord ? Là, c'est l'humaine qui parle, plus la machine. Que j'en prenne 1, 2 ou 3, c'est une mauvaise stratégie. Parce que s'il y a 4 gobelets, et que j'en prends 1, qu'est-ce que tu fais ? Tu en prends 3. Si j'en prends 2, tu prends les 2 qui restent. Et si j'en prends 3, tu en prends 1. Donc au fur et à mesure de mes parties, les petits jetons qui sont dans le gobelet numéro 4, je vais finir par tous les enlever, puisque je vais perdre à chaque fois. Enfin, sauf si elle joue mal, je vais les garder un peu plus longtemps. Mais dès qu'elle va se mettre à bien jouer, avec les 4 jetons, je vais les avoir tous enlevés. Et je vais me retrouver avec un gobelet. Alors là, j'ai commencé avec 8, mais je pourrais commencer avec 20, c'est juste que ça dure plus longtemps. Et donc, si j'ai un gobelet qui n'a plus de jetons dedans, je le mets à l'envers. D'accord ? Pour montrer, il y en a plus. Ben, tout comme je pouvais pas jouer quand il y avait 0 gobelet sur la table, d'accord ? J'avais perdu. Et ben maintenant, si jamais c'est à moi de jouer et qu'il y en a 4, je vais considérer que j'ai perdu. Et donc, c'est le coup d'avant qui lui aura permis de m'amener avec 4 jetons sur la table, que je considérais comme étant mauvais. On essaye de faire 1 ou 2 parties encore ? Vas-y. Donc j'ai accéléré un peu l'apprentissage, d'accord ? Je vous ai fait ce cas-là. Donc elle en a pris 1, il m'en reste 7. Rouge, c'est 3.
Alors, elle vient de me dire, là j'ai perdu. Non. Si elle jouait contre moi, oui. Mais comme elle joue contre la machine, elle a encore une chance. Parce que ma machine ne sait pas faire. Et là, avec 3, c'est la première fois que la machine joue et qu'il lui reste 3 gobelets sur la table. Elle a 3 jetons ici. Là, t'as pas de chance parce que j'ai chopé le jeton rouge. Et avec le jeton rouge, tu as perdu. Alors là, c'est la première fois que ma machine gagne. Et quand la machine gagne, elle n'apprend rien. Parce qu'elle se dit, là, j'ai bien joué. Donc, cette stratégie-là, je vais la garder. Ok. Mais si par contre, au lieu de tirer le jeton 3, et c'est là qu'on va voir, j'ai une chance sur 3 de refaire le même, bleu, voilà. Si j'avais pris bleu, c'est 1. Oui, là, parce que toi, tu n'es pas une machine, tu es une humaine. Alors du coup, tu gagnes. Le bleu et le jaune. Voilà, elle fait humaine et machine. Donc elle est en train de m'expliquer que le jeton bleu, je peux l'enlever. Et que, donc celui-là, par contre, je le remets dedans. Et le jaune aussi, je pourrais l'enlever aussi. Le jour où je vais prendre un jeton, quand il y a 3 gobelets le jeton numéro 1, pardon, quand il y a 3 gobelets sur la table, ce sera une mauvaise idée parce qu'elle prendra les 2 qui restent. Donc, avec cette activité-là, on peut faire plusieurs choses. Déjà, on peut toucher du doigt l'intelligence artificielle, voir que ce qu'on obtient à la fin, c'est une machine qui va jouer de manière infaillible à ce jeu. Je vous donne la solution finale. Il y aura juste le pion numéro 1 ici, le pion numéro 2 ici, le 3 ici. Il y aura rien là. D'accord ? Quand il y en a 4, il n'y a pas de bonne stratégie. Ici, il y aura le pion numéro 1, le pion numéro 2, le pion numéro 3. Et en fait, ce gobelet-là, il y aurait plus rien, mais c'est jamais moi qui commence. Donc, je me retrouve jamais avec 8 gobelets. Et c'est parce qu'elle se retrouve avec 8 gobelets qu'il n'y a pas de bonne stratégie pour toi, et que du coup, moi, je vais pouvoir contrer. Donc, si on joue à ça, donc la machine, qu'est-ce qu'elle a fait d'intelligent ? Rien. C'est l'humain qui a conçu cette machine qui s'est dit « Ah, attends, je vais te donner des choix différents en fonction du nombre de gobelets qu'il y a sur la table. Et puis, quand tu perds, tu apprends de ta défaite pour ne plus refaire le dernier coup, celui qui t'a fait perdre. Et en faisant juste ça, la machine va découvrir quelque chose qui a l'air intelligent, c'est-à-dire la stratégie à ce jeu-là. Quand on joue avec des jeunes, parce qu'on peut le faire sans la partie intelligence artificielle, ça leur demande beaucoup de réflexion. Et au début, ils réussissent à voir qu'avec 4 gobelets sur la table, là, ils ont perdu, mais essayez d'imaginer comment on fait avec 8, avec 15, avec 18, voilà. Ça, c'est pas évident. Et donc, la définition d'intelligence artificielle, qui, je crois, est due à Monsieur Minsky, mais il faudrait vérifier parce que je répète ça, mais j'ai pas vérifié récemment. C'est l'intelligence artificielle, c'est quand une machine réalise quelque chose qui, si cette chose avait été réalisée par un humain, alors elle aurait nécessité de l'intelligence. Ça veut pas du tout dire que la machine est intelligente. Ça veut juste dire que la façon dont on met un algorithme, dont on règle des boutons qui vont lui faire apprendre dans ce cas-là, pas dans ce cas-là, etc., va donner un résultat surprenant. Mais la machine, au final, elle ne fait qu'exécuter un algorithme étape par étape. Ce qu'elle en fait derrière, il est vrai que des fois, le résultat peut surprendre la personne qui a écrit le programme. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui s'apparente à de l'intelligence artificielle, et vous avez vu que la machine n'a rien fait d'intelligent. Mais au final, oui, ça a l'air intelligent. Alors, c'est une des formes d'apprentissage. Je te remercie, vous pouvez l'applaudir. C'est juste une forme d'apprentissage, c'est une forme d'apprentissage facile, où à la fin, je sais dire j'ai gagné ou j'ai perdu. Quand vous voulez apprendre à un ordinateur à reconnaître, à détecter les chats dans une image, vous n'avez pas un truc qui vous dit il y a un chat quand si ça. Si vous saviez le faire, vous auriez pas besoin d'algorithme qui permet de reconnaître les chats. Alors comment on fait ? Dans ces cas-là, on l'entraîne, on lui montre des photos, on dit ça c'est un chat, ça c'est pas un chat. Et puis ensuite, il y a des algorithmes derrière qui font qu'elle va essayer des choses, etc. Elle va essayer de proposer des chats, puis après, on va pouvoir éventuellement des fois la corriger en lui disant non, là, t'as raté, etc. Et au fur et à mesure, elle va devenir de meilleure en meilleure. Mais au final, elle ne va faire que des calculs élémentaires, des étapes élémentaires qui vont amener à faire ce genre de choses. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps qui m'était imparti. J'espère avoir réussi à vous montrer que avec 3 fois rien, donc ça peut être des gobelets, n'importe quoi, avec des petits morceaux de carton sur lesquels vous écrivez 1, 2, 3 dessus. Les objets qu'on pose devant, j'ai pris des gobelets, ça pourrait être des allumettes, des stylos, des n'importe quoi.
on peut réussir à faire des activités qui touchent à des domaines assez variés de l'informatique. Et pour animer cette activité, je prétends que vous avez besoin de relire un petit peu avant d'y aller, juste le temps de vous rassurer, le petit descriptif que vous pouvez trouver sur ma page internet qui raconte cette activité, mais je vous sens tout à fait capable à animer ce genre d'activité avec un peu de préparation. J'espère que je vous ai convaincu de ça, et il me reste à vous remercier.